toi je ne suis plus moi. C'est bien connu, on dit que pour leur plaire, faut être joli. Comprendre qu'il faut se taire quand on n'est pas du même avis. Et j'ai porté quelques jugements sur des bribes, quelques moments, pour finalement en comprendre que je ne peux en faire autant. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi? C'est toujours un non-dit que pour être aimé, faut être soumise, t'es conne si tu restes en silence. Bonjour tout le monde, bienvenue en ce vendredi après-midi 12 mars, premier webinaire en français de l'année 2021 pour notre groupe. Donc, on est sur le Pig Channel, donc avec l'outil Zoom pour la présentation et aussi on est live sur la page Facebook du Pig Channel, sur Facebook évidemment. Donc, premièrement, je voulais présenter notre partenaire vedette pour la journée d'aujourd'hui, donc la compagnie Jeffo Nutrition, qui est commanditaire de ce webinaire présenté par Nutrition Athéna. Donc, merci beaucoup à l'équipe de Jeffo, une compagnie au Québec et partout au Canada et à travers le monde. Donc, merci pour le support. Merci à tous les autres commanditaires. Vous avez vu défiler aussi dans la tente là, avant le séminaire les commanditaires qui nous supportent. Donc, merci beaucoup à tous ces gens-là. Petit conseil pour les questions. Donc, on va avoir des questions là, durant les présentations. Donc, vous avez un bouton Q&A sur l'outil Zoom que vous pouvez poser des questions. Et l'autre chose aussi, sur la page Facebook, vous pouvez faire des commentaires. Je vais essayer de faire un suivi pour voir à ce niveau-là si on a les questions aussi qu'on peut répondre. On a des prix de présence, évidemment, là, qui vont être à la fin là, pour ceux qui vont participer jusqu'à la fin. Aux producteurs, évidemment, jusqu'à la fin, on a des prix de présence. Aussi, évidemment, le Pig Channel, les gens qui sont un peu habitués avec, on commence avec cette plateforme-là. Donc, allez-y, connectez-vous, demandez d'être adhérent. On peut voir aussi là, en mode enregistrement les présentations là, du premier qu'on a fait là, en anglais et de celui-ci aussi qui va être possible de réécouter par la suite. Donc, le groupe Facebook pour les questions, aussi pour le suivi. Vous avez des questions, des fois aussi, vous allez sur le Pig Channel, le groupe Facebook, poser des questions, des commentaires. On va essayer de l'entretenir. Donc, on commence tout de suite avec notre première présentation. Donc, M. Régis Berthiaume de Berthiaume Nutrition. Régis est propriétaire de Berthiaume Nutrition, compagnie qui se spécialise dans l'achat et la revente de grains, donc spécialisée dans le marché du grain. Régis aussi est producteur laitier. Donc, moi et Régis, ça fait longtemps qu'on se connaît. On travaille ensemble très étroitement avec le groupe de Athéna et le groupe Berthiaume. Donc, Régis va nous parler un peu du marché des grains, une petite capsule d'une quinzaine de minutes avec des questions. Donc, allez-y, posez des questions. Régis, je te permets de rentrer en poste avec la vidéo, évidemment. Et puis, je te laisse présenter ta présentation pour commencer cet après-midi. Vas-y, Régis. Yes, donc bonjour tout le monde. Je vais juste sélectionner ça ici et voilà. Donc, on y va. Situation, Dan m'a demandé un peu de faire le portrait aujourd'hui de la situation actuelle des marchés et aussi amener une petite capsule peut-être un petit peu plus personnelle à la situation pour finir l'année sur la protection possible pour une stratégie de protection pour les grands. Donc, je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. OK. Donc, les dernières nouvelles, rapport du USDI du 9 mars, écoutez, on n'a pas eu beaucoup de changements. En fait, il n'y a eu aucun changement. Le USDI a décidé de nous faire patienter
jusqu'au 31 mars. Hein, c'est devenu des fois plus habituel au rapport d'un mois quand on a un rapport là, trimestriel à la fin du mois, de ne pas faire des gros changements le 9 au rapport mensuel pour après ça redéfaire ces changements-là. Donc, les regards sont tournés vers le 31 mars. Évidemment, c'est un rapport qui va porter beaucoup sur la bataille des superficies. Projection des rendements, c'est sûr que tous ces chiffres-là sont spéculatifs. Écoute, c'est des prévisions. Hein. Les années passées nous ont appris à faire attention également à ce premier rapport-là. Des fois, il peut y avoir des changements. On va parler de l'éthanol, évidemment, de l'export, de la consommation. C'est un rapport qu'on est habitué de voir. J'ajoute un petit point ici où c'est ce que je dis, la surprise du jour, bien évidemment, des fois, dans ce rapport-là, ça arrive que le USDI nous fait une petite surprise, c'est-à-dire dans le rapport des stocks, des fois, on va voir apparaître et disparaître plusieurs millions de boisseaux. On va aller jouer dans l'année précédente et puis on va aller baisser ou augmenter l'inventaire qui fait que ça découle beaucoup de changements dans les chiffres dans le rapport à venir. Et là, je dis des fois, même quand on est spécialiste des grains, qu'on suit ça à tous les jours, c'est très difficile pour nous d'anticiper des tels mouvements. Si vous voyez, là, je ne veux pas passer beaucoup de temps sur ce rapport-là, mais ça, c'est un tableau que mon collègue Florent fait depuis quelques années, là, qui compile, c'est le maïs. Si on regarde en bas, là, ici, dans le bas, c'est l'onglet maïs. C'est depuis 2004 une compilation qu'on fait des superficies, des rendements et tout ça de l'utilisation. Écoutez, il est mis là. Sur ce qu'on peut regarder qui est important, c'est de la dernière année. Je vais prendre mon pointeur, je crois, ici, en rouge, ça ne sera pas long. Donc, vous pouvez voir ici là, que le stock de fin dans le maïs qui est très serré. Le 31 mars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une colonne ici et là, on va mettre les ancrages avec une prévision de rendement. Et évidemment, là, tous les chiffres vont se découler et on va pouvoir commencer à spéculer là-dessus. On a au deuxième onglet, et comme je vous dis encore, j'ai mis ces tableaux-là. C'est plus à titre d'information. Je ne veux pas passer de temps là-dessus, mais c'est les inventaires de fèves depuis 2004. On peut regarder que malgré le fait qu'aux États-Unis, on dit que l'Amérique du Sud est un de plus en plus gros joueur de fèves, vous allez voir que les ancrages sont quand même légèrement en augmentation, mis à part l'année 2019-2020, qui a été une année où c'est ce qu'on se rappelle l'année précédente, là, Donald Trump avait déclaré la guerre à la Chine commerciale, puis là, on est monté à 900 millions de boisseaux. Évidemment, l'année suivante, là, on a sommé juste 76 millions d'acres. Le rendement a été très ordinaire. Évidemment, on est tombé à 500 millions. Et là, l'exportation cette année a explosé, comme on entend parler depuis longtemps, ce qui fait qu'on arrive avec un inventaire de fin très, très, très serré. Si vous prenez toute la ligne, là, vous allez voir que 120, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu ça. Donc, évidemment, 10 jours d'utilisation disponible, 2,6 %, c'est la situation qu'on a connue dernièrement dans le prix de la fève à partir de l'automne qui a été exponentielle, qui a monté. Et c'est encore problématique. Donc, on peut s'attendre qu'au prochain rapport, on devrait avoir une très bonne quantité d'ensemencement en fèves de soya. Le troisième tableau, on fait le même calcul pour le bleu, un ingrédient qui, dans l'alimentation animale, est quand même assez important. Alimentation humaine, oui, mais animale quand même. Donc, c'est encore la même chose. Point intéressant dans le blé, écoutez, ce n'est pas compliqué. Les ancrages aux États-Unis diminuent d'année en année, 50, 60 dans les années 2000. On n'est plus rendu à 46, 47, 44 l'an passé. Même chose, l'inventaire de blé diminue graduellement du côté américain. Donc, est-ce que cette année, avec un maïs et un soya qui est en forte demande, on pourrait voir encore cet ancrage-là diminuer? Probablement. L'inventaire n'est pas vilaine, mais il reste qu'on avait des historiques du côté américain. Et là, je n'ai pas dit tantôt, mais dans les autres tableaux, en bas, c'est mondialement. On fait le calcul aussi mondialement. C'est sûr que dans le cas du blé, mondialement, il y a des pays de l'Europe de l'Est, tout ça, l'Ukraine, la Russie qui prennent de plus en plus de place. Donc, mondialement, on a une bonne inventaire. Mais ça va être à suivre du côté américain quand on achète du blé ici, basé sur Chicago. J'enchaîne après ça pour dire notre exposition, notre exposure face à l'augmentation du prix des grains. Depuis août, là, on a senti une vague. On pensait qu'on allait avoir du maïs pas cher. Et puis, finalement, ça a commencé à acheter. Il y a eu le derecho aux États-Unis qui a commencé le bal. Puis après ça, la Chine s'est mis à acheter beaucoup d'exportation-exportation. L'exposure que ça a fait sur les coûts des moulés, c'est que, dans le fond, de la récolte à aller jusqu'au printemps 2021, l'ensemble des gens étaient quand même assez bien couverts. On avait du prix flat de fait, du maïs sur base. C'est sûr que ce maïs-là, on ne l'a pas tout fermé. Plusieurs personnes en ont fermé, d'autres n'en ont pas fermé, mais on se rappelle qu'à un moment donné, le maïs là, pour le mai était à 3,65, donc ça aurait fait du maïs vraiment pas cher. Sauf qu'il reste que
on avait des bonnes positions, puis il reste que de la base achetée, même si le futur n'était pas fermé, récemment, ça nous donnait du maïs à 290 FOB à la ferme, une base à 50. C'est 40, 50. Le chiffre, j'ai essayé de faire des moyennes, mais du maïs à 290 FOB livré 305 régions de Québec, c'était mieux que le 330 qu'on payait dans les dernières semaines. Donc, on avait une petite économie. Finir l'année de juin à octobre, ça a été un petit peu plus dur de se protéger. Un peu de vendeurs sur le long terme. L'explosion des prix a ralenti beaucoup les vendeurs. Les prix étaient très chers. Par le fait même, les acheteurs, nous, en tant que tels, on se faisait proposer du maïs beaucoup plus cher. Puis là, sur du long terme, on a été un petit peu plus prudent, ce qui fait que pour la plupart des gens, on a un milieu d'été à se rendre à la prochaine récolte à un manque de maïs de peut-être de 50 à 60 %. Bon, ça peut être 30, ça peut être 70, mais dans notre cas, à nous, on était couvert à peu près à 50 % et il nous manque à peu près 50 % de maïs à acheter. Tout est très cher. Je dis, le marché est incertain, la pression monte. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je dis, il ne faudrait quand même pas trop céder sous la pression. Il faut rester vigilant. Des réactions impulsives ou réfléchies qu'on pourrait avoir face au volume restant à acheter. Il y a des gens qui nous appellent des fois et qui nous disent, bon, moi, je vais être patient. Le prix du jour sera mon prix. Si le maïs monte à 380, je paierai 380. J'en ai un petit peu d'acheter puis je ne veux pas défaire ma moyenne avec ça. On a des gens qui nous parlent qui, eux, sont beaucoup plus en mode panique. Leur feeling est que le prix va monter. Je pense que vous n'avez tous entendu parler. Du maïs à 350, 360 pour finir l'année, 380. On a déjà vu ça, donc ce n'est pas impossible. Les gens sont stressés, donc veulent sécuriser leur prix en prix flat, final. On a d'autres gens aussi qui, eux autres, ont entendu le commentaire dire il va manquer de maïs au Québec. C'est effectivement le cas. On a déjà beaucoup de demandes à l'importation de maïs. On a des offres là-dessus. Il y a eu beaucoup d'exportations. Ça devient un peu ridicule. On sort du maïs pour en rentrer après, mais écoutez, c'est la marque de commerce des ports et s'ils rentrent ce qu'ils sortent, ce qu'ils peuvent réussir à sortir, ils peuvent leur rentrer après ça. C'est dans deux bords. Et l'autre chose aussi qu'on peut dire dans tout ça, c'est de rester vigilant et de dire c'est quoi mes alternatives qu'il y a pareil pour finir l'année. C'est le point que je vais apporter rapidement d'ici la fin de la conférence. Sur quoi je pourrais me protéger? Là, hein? Donc, maïs US versus maïs local versus blé mou, dur, drèche, grue. Tout ça pour faire en sorte que je vais essayer de sécuriser mon approvisionnement. Je regarde mes alternatives possibles. Ce que je veux, c'est couvrir mon mois d'août, septembre, octobre. On sait, le maïs va être serré pour finir l'année. Dans notre cas, à nous, Bertium Nutrition, moi et mon collègue Florent, c'est 10 000 tonnes de maïs par mois actuellement qu'on a de besoin. Donc là, on est en magasinage de 5 000 tonnes par mois. Et là, ce que je vais vous expliquer là, c'est une activité, c'est une trade qu'on a faite dans les dernières semaines. À un moment donné, on s'est assis et on voulait couvrir notre risque pour finir l'année, du moins une partie. Donc, on a commencé à regarder les alternatives. C'est sûr que là, je vous ai mis des prix flat final, mais toutes ces affaires-là étaient sur base. On aurait pu le laisser en canadien, en US et tout ça, mais pour le bien de la cause, j'ai tout de suite mis ça en prix final. C'est plus facile à comprendre. Au moment de notre magasinage, si je peux dire ainsi, on pouvait acheter du maïs flat, là, maïs US, c'est toujours région de Québec, livré à 345. Donc là, je me tournais, je pouvais aller couvrir à août, septembre, octobre 15 000 tonnes de maïs, prix moyen 345. Mon maïs local, je demandais, évidemment, quand on a besoin de 15 000 tonnes de maïs, là, je n'achète pas tout ça chez Ferme X au coin du Randis à Upton. Ça me prend des brokers, ça me prend du monde pour me donner un coup de main. Donc, évidemment, ces gens-là sont dans la même situation que moi, trouver 15 000 tonnes, servir de bord. Et on dit, écoute, on pire aller, Régis, on te fournira en maïs US, on va prendre 3 pièces, on va te le revendre. 3,48, je suis capable de te garantir ça. Donc, on n'est pas si dupe que ça. On se dit, tant qu'à ce que vous achetiez du maïs US pour me le revendre, c'est pas que je n'aime pas les producteurs québécois, mais je vais me retourner vers le US à 3,45. Après ça, on a aussi regardé une alternative, le blé. Et là, j'ai mis 12,5 %. C'est parce que vous savez que dans le blé, là, il y en a une panoplie, du mou, du dur, du rouge, de l'Ontario. Nous, là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir la protéine qu'il y a dedans, parce qu'à la formulation, c'est ça qui va nous faire le prix d'intérêt. Pendant notre magasinage, on a réalisé que là, le blé, on allait tomber sur une nouvelle récolte de blé à partir d'août et que là, on pouvait avoir des plis intéressants, 332 livrés pour du blé. Donc, on s'est retourné vers Dan, JP, Martine, nos pros de la formulation. Et là, on a mis ça dans le bril et on a fait faire un calcul à savoir si c'est économique. De mémoire et de connaissance, moi et Florent, on savait très bien que le blé est moins cher que le maïs, on ne se pose pas de questions. On a, par contre, avec le prix du tourteau de soya, de la drèche et tout ça, c'était intéressant de voir jusqu'à où on pouvait aller. Et là, on a vu qu'à partir de 20-25 $, à 25 $, le blé recommence à laisser de la place au maïs. Sinon, en bas de ça, un maïs à 345,
avec un soya à 630, 640, ben, notre blé pouvait être 20 à 25 piastres plus cher. Et là, on switchait des formules totalement pratiquement au blé, jusqu'à 500-600 kilos de blé à la tonne. Fait que mon 13 piastres d'économie versus, je vais faire une moyenne de 22, hein, faisait en sorte que je pouvais acheter du blé avec un gain de 35 piastres. Bon. La décision est venue assez rapidement à ce moment-là. On dit go pour le blé. Maintenant, la question qu'on se demandait, c'était de dire est-ce qu'on fait ça flat ou sur base? Hein? On laisse tout ça sur le marché boursier. Bon. Hein? Les faits étaient qu'on pouvait acheter du blé à 13 piastres, alors qu'en moyenne, on pourrait payer plus 22. Hein? Et là, on s'est dit aujourd'hui, c'est quoi l'écart entre le prix? Si on veut acheter une vente de blé aujourd'hui versus une vente de maïs, bien évidemment, le maïs, c'est à peu près 330 livrés. Et on se revire de côté, on regarde ça, on essaie d'acheter du blé mou, souvent qui nous est proposé, donc un peu moins, de moins bonne qualité. Et là, on se fait offrir du blé mou à 3,60. Évidemment, le blé n'a pas d'intérêt à rentrer dans les formules, mais on n'a pas le choix d'en mettre un minimum pour la formulation. Donc, toujours dans la même ordre d'idée, prix flat ou sur base, hein, on est au mois de janvier, ben, février à ce moment-là, puis on voulait acheter du stock pour août, septembre, octobre. Beaucoup d'infos à venir. Les rapports du USDI de vendredi du 31 qui va arriver. Il va y avoir le rapport du 30 juin. On n'aura même pas commencé à utiliser ce blé-là encore. Fait qu'on se disait que même si on faisait une économie de 35 là, le marché du blé haussier pourrait faire disparaître mon 35 $. Ça veut dire que si le blé montait plus que le maïs, hein, on est toujours en comparaison de maïs, bien, je pourrais faire disparaître mon 35 $ d'économie. Comme à l'inverse, si c'était le maïs, le blé reste stable, mais c'est le maïs qui s'effondre à cause pour n'importe quelle raison, bien, je pourrais aussi voir disparaître mon 35 $, puis là, être obligé de forcer un ingrédient que j'ai acheté dans la formulation parce que je n'ai pas le choix, il faut que je le passe. Et là, dans le fond, bien, on est allé sur notre site RGO avec nos collègues Simon Brière, que vous connaissez bien, et puis on a regardé le spread pour s'aider à s'éclairer. On a regardé le spread du blé et du maïs qu'il y a sur une moyenne continue, c'est-à-dire la différence entre le Chicago du blé et du maïs, et on a statué qu'il y avait à peu près 1 piastre et que de plus cher, 1 piastre et 0,8 de plus cher du boisseau. Dans les dernières années, là, dans le fond, tout ce qui est en haut, bien, on voit que le spread a eu tendance à être beaucoup plus élevé qu'il l'est actuellement. Donc, le blé pourrait être beaucoup plus cher à Chicago que le maïs l'est actuellement et vice-versa. Même si dans les dernières semaines, derniers mois, on a une tendance baissière, c'est normal. Hein, l'inventaire de maïs aux États-Unis a diminué de beaucoup, donc le futur a monté, on est venu se rattraper. Mais on voulait essayer de savoir, est-ce qu'on laisse ça ouvert, le blé? Et ce tableau-là, bien, au final, il n'est pas vraiment, il est comme un peu dans la moyenne, mais il n'était pas bas, mais il n'était pas haut non plus. Donc, on s'est dit, on va y aller avec la sécurité. Qu'est-ce qu'on va faire pour sécuriser notre prix de blé à 35 $ de gain? Bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fermé le prix. Hein? On a fermé notre prix à 332 $. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est aller revendre le contrat à terme de juillet pour le nombre de tonnes équivalent en maïs. OK? Donc, dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'était de suivre la variation du prix du maïs et de conserver notre économie sur le blé. Les exemples que je mets ici, ben, c'est de dire que si on avait acheté de la base et on l'avait laissé ouverte dans le maïs, ben, si le boisseau du maïs avait monté d'une piastre du boisseau, hein, on était parti de 5,30, on avait monté à 6,30, 6,40, bien évidemment, en canadien, on aurait monté notre prix d'à peu près 50 $ la tonne. Donc, notre maïs US qui pouvait nous coûter 345, bien, nous aurait coûté 395. Par contre, à l'inverse, vu que j'ai vendu à découvert le blé, le maïs, je veux dire, bien, mon blé à 332, je vais devoir y imputer une découverte, un 50 $ de pénalité. Hein. Mon ami Simon, je vais devoir y envoyer de l'argent à la bourse. Donc, je vais ajouter mon 50 $ au 332, mais je vais toujours garder le même écart, si on veut, ici, de mon 13 $. La même affaire est que si jamais j'ai fermé mon prix, que là, j'avais une baisse du maïs d'une pièce du boisseau, bien, au moment d'arriver en août-septembre, le maïs risquerait d'avoir baissé de prix. Hein. Si on part de 5,40, 5,30, on s'en va à 4,30, bien, on risque de voir un maïs se vendre pas mal moins cher. Si j'avais acheté de la base en US, bien, mon maïs m'aurait coûté 50 $ moins cher. Donc, c'est la même chose pour mon blé qui est fermé aujourd'hui. Au moment de commencer, on va renverser nos positions. Si le marché du maïs a baissé d'une pièce du boisseau, bien, on va aller récupérer un gain de 50 $ qu'on va venir soustraire à notre 332. Donc, on va avoir du blé qui va nous coûter 282. Et là, j'ai encore gardé mon 13 $ de différence. Puis, je sais que je peux avoir à peu près, peut-être jusqu'à plus que 20 $. C'est sûr que tout ça peut être une bonne stratégie. La meilleure stratégie aurait pu être de dire on ne ferme pas notre blé, puis finalement, le blé s'effondre, puis le maïs reste là, puis là, on aurait généré encore plus.
Mais il faut que vous compreniez que la stratégie ici, nous autres, c'était de sécuriser l'approvisionnement d'un ingrédient qui allait générer une économie au moment de la mettre dans les recettes. On l'a viré de tous les côtés, c'était notre seul objectif, c'était ça. C'était de s'assurer qu'au moment qu'on va mettre le blé dans les recettes, il va être économique. Après ça, la balance du maïs et tout ça, on verra les prix, mais il reste que le 35 piastres d'économie générée devrait rester de cette manière-là. Donc, évidemment, juste pour, j'aime ça ramener des chiffres à montrer l'ampleur que c'est dans notre cas à nous, c'est toujours 35 piastres la tonne. J'avais parlé de 5 000 tonnes par mois, 3 mois. 525 000 $ d'économie qu'on devrait générer, dépendamment toujours des autres ingrédients, la variation. Si le spread reste à 1 piastre, 1 piastre et 10 comme il est là présentement, c'est pas mal, c'était l'objectif visé qui était fait. Donc, je veux dire, on me demandait de faire ça rapido, un petit 15 minutes sur l'état de la situation. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est il faut toujours être à l'affût des opportunités. Il ne faut pas céder sous la panique. Il faut étudier les bonnes alternatives. L'alternative que je vous parle là est encore possible, je pense, aujourd'hui à faire. Il y a encore du blé disponible. Donc, pour les gens à l'écoute qui sont producteurs, qui veulent sécuriser une partie, je pense qu'une stratégie comme ça est une stratégie intéressante à faire qui va générer une économie en bout de ligne en fonction du prix du jour. Donc, c'était ça pour ma présentation, mes chers amis. Merci, Régis. Reste avec nous. Donc, moi, j'ai des questions, mais j'en ai une là, sur le Facebook. Tu parlais de l'exportation qui avait augmenté là, dans le maïs. Est-ce que c'est dû à la peste porcine qui a diminué en Chine, en Asie, et l'augmentation des troupeaux? Là? Donc, qu'est-ce qui explique un peu l'augmentation de l'exportation qu'on a vue là, après le shutdown de Trump? Écoute, l'exportation, on ne la sait pas trop. Hein. On le sait qu'elle est partie. Elle est partie dans plusieurs pays, principalement la Chine. Écoute, la peste porcine aurait dû avoir un impact plutôt inverse, c'est-à-dire, on diminue la quantité de maïs nécessaire, mais en même temps, la Chine, on sait que c'est des gens qui ont toujours eu besoin d'avoir beaucoup d'inventaire. Donc, c'est comme si eux autres, quand on regarde les tableaux puis qu'on regarde tout ça, autant dans la fève de soya, c'est comme si à un moment donné, la demande mondiale est tellement puissante qu'on n'a plus de choix, on n'a plus de chance de mauvaise année. Okay? Donc, les inventaires de fèves, malgré le fait, ils ont acheté du maïs, ils ont mis beaucoup. Les raisons pour lesquelles ils ont acheté, on ne les connaît pas nécessairement. Peut-être qu'ils vont en canceller aussi. C'est ça, ils ont déjà fait ça souvent dans les années 2000. La Chine achetait beaucoup. Puis quand ils venaient de prendre la possession du produit, ils trouvaient ça trop cher, ils cancellaient les contrats. Donc, c'est ça. Tu as parlé du blé, puis cette stratégie-là, elle s'applique au producteur. Donc, le producteur en tant que tel peut faire cette même stratégie-là, ce que j'ai compris. Écoute, le producteur qui est à matin couvert en maïs ou pas couvert en maïs, puis qui regarde son incertitude, c'est sûr qu'au Québec, là, je veux dire, on va avoir de la misère à croiser le maïs. Là. Il y a eu beaucoup trop d'exportations. Puis les grosses maisons sont déjà là. Il y a un gros broker au Québec qui m'appelait l'autre journée, qui me proposait, il m'a demandé si je n'étais pas long en maïs pour y vendre un peu de maïs à 337 livrées Québec parce qu'il était prêt à compléter son bateau, mais en même temps, il était prêt à me vendre du maïs après ça pour août, septembre à 345. Fait que, à un moment donné, on sort du maïs, mais on sait qu'il va falloir en rentrer. L'industrie n'est pas couverte. L'idée du blé, c'était juste de dire, quand moi et Florent, on a commencé à regarder ça, c'était d'amener une protection. Tu sais, quand je dis, nous autres, on a encore besoin de 5 000 tonnes. Là, 5 000 tonnes, par mois, c'est 60-65 ventes par semaine. Donc, j'en ai besoin. Il m'en reste 30 à acheter pour la semaine prochaine, puis 30 pour l'autre semaine, puis 30 pour l'autre semaine. Je ne peux pas acheter ça à la dernière minute. Là. Et il faut que. On n'est pas des spéculateurs. Nous, on achète pour vous, on achète pour d'autres groupes. Puis quand on cogne sur le silo à meunerie, ça prend de quoi dans le silo? Ça prend du maïs, ça prend du blé, mais ça prend quelque chose. Tant qu'à se commettre sur un produit, ben là, vaut mieux se commettre sur le bon produit. Après ça, d'avoir fermé ça final, de l'avoir laissé ouvert, je l'ai expliqué, hein, la variation aurait pu faire en sorte que rendu en août, septembre, mon prix de blé n'aurait pas été intéressant. Ce qu'on voulait juste, là, c'était garder cette économie-là, s'engager, sécuriser notre approvisionnement et garder cette économie-là. Et c'est pour ça que le maïs se bat contre le blé se bat contre le maïs, de ramener le blé agé sur le maïs
ben écoute, on venait dire, ben, si le maïs monte, tous les ingrédients vont monter, notre blé va coûter plus cher, mais en même temps, le maïs de remplacement va coûter plus cher. Et à l'inverse, si jamais tout descend, le blé descend, le maïs descend, ben, on va venir rebaisser notre prix de blé quand même avec l'option vendue, Chicago vendue. Ça prend juste un compte de courtage. Hein? C'est ça. Puis juste un commentaire à la fin, l'avantage du blé aussi, c'est qu'en général, la qualité du blé est bonne, on ne se ramasse pas avec. C'est sûr que demain matin, si on pensait que ta récolte de blé, ça aurait été de la scrap, puis de la toxine, puis tout, ben là, parce que là, on va falloir le prendre physiquement. Il faut le oui, passer. c'est sûr. Mais en même temps, sur les contrôles, on a des termes. Là, hein? Ouais. Je veux dire, si demain matin, le blé n'est pas de qualité, puis la protéine n'est pas là, puis ces contrôles-là tombent nécessairement plus bons. C'est sûr qu'on ne tombe plus nécessairement protégé. Non, c'est ça. Mais écoute, on a couvert une partie. On a couvert une partie. Là, on a fait 5000 tonnes, mais on n'a pas fait le 5000 tonnes. Là, on a couvert une bonne partie de ce qui nous manquait. On n'est jamais fermé à 100%. Il arriverait des pépins dans les élevages ou tout ça. Là, on ne veut pas se ramasser. Il y a toujours une place à racheter du stock. Dernière question, parce qu'on va être à court de temps. Peut-on s'attendre à ce que le spread sur le tourteau de soya se referme au niveau habituel? 0 à 10. On a acheté notre tourteau de soya pour finir l'année, là, parce qu'on s'était acheté jusqu'en mars, avril. Les compagnies ne vendaient pas plus cher, plus loin que ça. De toute façon, la valeur était tellement chère que ça ne nous intéressait pas. Quand on s'est racheté dernièrement, bien évidemment, ils nous vendaient tout le tourteau de soya, soit sur mai ou soit sur juillet. Et là, quand tu prenais, ils te vendaient tous les mois d'été ramenés sur le base de mai parce que le spread était tellement grand entre les mois que ça te faisait des bases à 90$ rendus sur août. Nous autres, on a tout acheté ça. On a acheté ça sur mai. Puis notre objectif, c'était de voir le spread se refermer. Et depuis qu'on l'a fait, ça fait à peu près 2 mois, peut-être 2 mois et demi qu'on a racheté nos bases dans le tourteau. On a peut-être récupéré une quinzaine de pièces sur les mois au loin. Donc oui, je pense que le spread va se refermer plus on va avancer dans le temps dans le tourteau de soya. Okay. Bon, et merci Régis. Si des gens ont des questions, vous voyez, Régis a la parole facile, donc il va vous faire un plaisir de jaser avec vous. Appelez-le chez Berthiaume Nutrition. Il y a aussi Florent, notre ami français avec l'accent. Très sympathique et très connaissant aussi. Donc, merci Régis. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bye-bye. Donc, là, c'est à mon tour, évidemment. Donc, on va y aller avec ma présentation. Je remercie encore commanditaire GFO. Donc, je vais y aller avec ma présentation. Je n'ouvre pas poser des questions sur le Facebook. Je check d'un coin de l'œil ce qui se passe là et aussi sur le Q&A du Zoom meeting. Donc, moi, ma présentation, vous l'avez vu dans le titre, réussir un sevrage dans un monde sans zinc. Un sujet dont on a déjà parlé, mais j'ai des informations assez intéressantes à vous partager aujourd'hui qu'on va pouvoir se servir éventuellement. Donc, pourquoi on parle du zinc? Parce que les doses de zinc, on utilise ça à des hauts niveaux depuis longtemps. Pour faire une histoire courte, on a commencé à utiliser ça dans les années 90, début 90, fin des années 90. Entre autres pour contrôler les problèmes de colis. Puis ça a été un outil merveilleux pour réduire les problèmes de colis, surtout en sevrage précoce, là, puis avec l'alimentation qu'on avait à ce temps-là. Puis on l'utilise encore aujourd'hui de façon étendue. On met des doses de 2 à 3 000 ppm à peu près jusqu'à 12 kg, donc pour les 3 premières semaines suivant le sevrage. Puis même parfois, les gens vont utiliser un peu des doses un peu plus élevées sur la transition entre 12 et 20 kg. Mais généralement, c'est les 3 premières semaines. Ensuite, on va donner des doses de 100 à 200 ppm jusqu'à la fin de la vie de l'animal. Juste une petite note, les besoins du NRC sont autour de 100 ppm pour des cochons de 5 à 11 kg. Donc, on voit qu'on donne des doses 20 à 30 fois plus haut que les besoins pour la période des 3 premières semaines suivant le sevrage. Puis par la suite, fin de poignard, 80 ppm à peu près les doses. Donc, on appelle ça des doses pharmacologiques de zinc pour réduire les problèmes de diarrhée, entre autres. Puis il y a un effet facteur de croissance en arrière de ça aussi. Ça va être banni en 2022 par l'Union européenne. Donc, déjà, dans certains pays, il y a des restrictions, mais l'Union européenne bannit l'utilisation de doses pharmacologiques en 2022, donc d'ici moins d'1 an. Je regarde un pays comme la Chine, qu'on pense que c'est n'importe quoi là-bas, mais ils ont des doses, ils ont des restrictions aussi au niveau de l'utilisation de l'oxyde de zinc. Au Canada, je mets des points d'interrogation parce que ça s'en vient. On ne sait pas quand exactement, mais d'ici 1 an ou 2, on va avoir des changements. Ça se parle beaucoup à ce niveau-là. 3 problèmes avec le zinc. C'est un métaux lourd qui s'accumule dans les sols, donc ça peut être problématique au niveau environnemental. Par contre, dans plusieurs régions du monde, le zinc n'est pas
déficient dans les sols. Il n'est pas en surplus, il est déficient. Donc, oui, c'est un problème environnemental, mais c'est plus des fois un problème de perception à cause que c'est un métaux lourd, puis la notation publique que ça peut donner. Aussi, ça, je pense que c'est le point le plus important, l'utilisation de doses de zinc élevées augmente la résistance aux antibiotiques. Donc, quand on travaille avec des hauts niveaux de doses, il y a un processus au niveau génétique qui fait qu'on augmente la résistance à certains antibiotiques par les pathogènes. Puis là, ça devient difficile. Si on a un traitement à faire, utilisation d'antibiotiques, bien là, on est pogné avec une réaction qui est moins bonne. Donc, ça, je pense que c'est un problème important. Donc, je pense que c'est probablement la raison numéro 1 pour réduire les doses de zinc. Aussi, le zinc est toxique. Donc, les niveaux qu'on utilise ne sont pas nécessairement toxiques, mais j'ai vu des niveaux à 6-7 000 ppm des fois parce que, bon, on avait des problèmes de diarrhée, ou pas on, mais le producteur avait des problèmes de diarrhée. Souvent, rien contre les vétérinaires, mais bon, on met plus de zinc, mais on s'est ramassé avec des niveaux à 5-6-7 000 ppm de zinc qui ont des effets probablement plus négatifs que positifs tant qu'à moi. Donc, on parle de toxicité. Aussi, ça peut jouer sur l'absorption de certains minéraux comme le cuivre, fer, sélénium. Donc, puis aussi, dans le zinc, des fois, il y a des impuretés. Donc là, on se ramasse avec des niveaux plus hauts d'impuretés. Bon, ça fait partie un peu de toute la problématique. Donc, quelle stratégie à privilégier pour être capable de s'en passer? Donc, il faut apprendre des autres autour du monde. Puis ça, c'est super important parce qu'on n'est pas les premiers. On est un peu retardataire des fois dans nos approches, même si on travaille sur le dossier. Il y a des gens qui ont commencé à travailler là-dessus avant nous autres. Donc, il y a les stratégies alimentaires, je vais vous parler. Puis après ça, je vais embarquer dans des choses de régie qui, pour vous, les producteurs, sont faisables au jour le jour. Donc, adapter notre régie pré- et post-sevrage. Donc, c'est pour ça que je me disais que c'est autant pour les gens de maternité que pour les gens de poignard, là, une partie de la présentation. L'environnement qui entoure l'environnement de la ferme, toutes les conditions d'élevage, la qualité d'eau, pH, je vais en parler. Puis, faire mieux ce qu'on sait déjà. Parce que ce que je veux vous parler là, ce n'est pas des nouveaux, ce n'est pas toutes des choses nouvelles, sont importantes aujourd'hui, même si on a du zinc. Donc, ce n'est pas dire je vais commencer quand on n'aura plus de zinc, commencer à le faire tout de suite. Puis quand on n'aura plus de zinc, on va avoir des limitations sur le niveau du zinc. Vous allez déjà être en avance parce que ça a des impacts positifs, même aujourd'hui, dans vos élevages. Donc, première question, peut-on réussir son sevrage sans zinc? Donc, on a fait des essais dans le temps. Puis là, je parle des essais qu'on a fait dans nos fermes de recherche au Québec et au Manitoba. 9 essais. Donc, de 2009, on a commencé à regarder ça en 2009, puis à 2020, on en revient d'en faire une récemment, cet automne. Où est-ce qu'on compare des niveaux de zinc élevés, 2 à 3 000 ppm versus 250 à 500 ppm. Je parle du 500 ppm parce que c'est le maximum aujourd'hui alloué par l'Agence canadienne sur le tableau 4. Par contre, le maximum alloué, on peut le dépasser, il n'y a pas vraiment de conséquences. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des niveaux plus élevés. Mais si on regarde la charte de l'Agence canadienne, c'est 500 ppm. Mais les nouvelles règles vont probablement être pas mal plus sévères. On n'aura pas le droit d'aller au-delà des nouvelles règles. Tous les essais ont été faits sans plasma. Je le mentionne parce que souvent, le plasma, c'est un produit qui va améliorer la consommation en début de sevrage ou en post-sevrage les premiers jours. Mais nous, on n'utilise pas de plasma en général dans nos élevages. Donc, tous les essais ont été faits sans plasma. Donc, ça donne un peu plus de poids à nos résultats, je vous dirais. Puis, je vais parler des changements majeurs qu'on a faits dans nos programmes alimentaires en début 2018-2019. Puis, la réponse est oui. Puis, en voici la preuve, évidemment. Donc, j'ai mis les 9 essais. Puis on commence avec l'essai numéro 1 2009, l'essai numéro 10 2020, donc c'est comme une courbe de temps. Puis ça, c'est l'impact du gain. Okay? Donc, quand on était bas en zinc versus haut dans nos essais, nos 5 premiers essais, on a perdu du gain. Okay? Puis de façon, des fois importante, là, 5 à 10 grammes, un essai 25 grammes, les autres essais 15 grammes à peu près, puis 10 grammes. Donc, nos 5 premiers essais, on enlevait le zinc, on baissait le zinc, puis on avait des problèmes de gain. Okay? Le gain n'était pas aussi bon. Nos 5 derniers essais, par contre, on a même amélioré le gain sur 3 essais et 2 essais où on parle là, de différences là, vraiment minimes qui ne sont pas statistiquement différents quand on fait les stats. Puis ça, c'est à partir de 2019. Puis je vous disais tantôt qu'on a changé nos programmes alimentaires ou nos stratégies alimentaires à partir de 2018-2019. Donc, on voit clairement que depuis ce temps-là, peut-être pour d'autres raisons aussi, on est capable de réussir un sevrage sans zinc au niveau du gain moyen quotidien. Au niveau de la conversion, ça, c'est un peu plus mêlé, là, parce que si vous ne voyez pas de base, parce qu'il n'y avait pas de différence. Donc, un essai, 0,03 de conversion de plus, 0,03, 0,01, aucun d'effet sur les 2 et 3. Ici, on a amélioré la conversion, pas d'effet. Donc, sur la moyenne, on est tapé à 0,01, 0,02, un effet très minime sur la conversion alimentaire d'avoir des niveaux hauts ou bas de zinc. Donc, ça, ce n'est pas trop stressant à ce niveau-là. Puis, je ne dirais pas qu'on est mieux aujourd'hui qu'on était avant. Peut-être un peu mieux là, si on regarde les derniers essais, mais c'est vraiment bien à ce niveau-là. Mortalité, encore là, variable. On a un essai qu'on a eu une catastrophe. Là, je dirais qu'on a eu 7 de mortalité de plus. Je me souviens de cet essai-là. Ça a été fait chez Alife en 2011, je crois, 2011, quelque chose comme ça. Mais si on regarde tous les autres essais,
Bon, même dans le premier essai qu'on avait fait, la mortalité avait été meilleure, mortalité retirée. Après ça, 2 essais, pas beaucoup d'effets. Un petit peu d'essais, près de 3 ce qui est quand même important. 2 essais, parce qu'on a réduit la mortalité, donc on a amélioré la mortalité avec des niveaux bas de zinc. Et les derniers essais, on joue à peu près entre 0 et 1 Donc, sur la moyenne, c'est 0,7 qu'on augmente la mortalité. Donc, oui, il y a un effet, mais ce n'est pas catastrophique là, dans les conditions où on a fait nos essais. Donc, oui, on peut réussir un sevrage sans zinc. Nos essais les plus récents le démontrent très bien parce qu'on améliore même le gain ou on le maintient de façon très, très performante. Par contre, quels sont les niveaux qui vont être au Canada? J'ai fait mes essais à 250-500 ppm, mais on pense que ça va s'enligner autour de 150 ppm. Donc là, est-ce qu'on va être encore plus bas? Ça va être encore plus difficile. Donc, nos prochains essais, on va essayer de s'enligner un peu à ce niveau-là. Ce n'est pas clair, ça va être quoi la norme? Les fermes de R&D aussi sont des fermes bien gérées, étant des fermes commerciales, mais quand même. Je ne dis pas ça contre les autres fermes, mais on a des éleveurs avec un peu plus d'attention, on a un peu plus de soins. Oui, c'est des animaux commerciaux, des animaux standards qu'on a, mais en général, les performances sont meilleures dans ces fermes-là. Donc, ça nous donne une chance de bien réussir là, la transition. Puis, bon, évidemment, l'alimentation, c'est important, mais la régie, l'environnement et toutes les autres clés du succès sont importantes à valider. C'est ça qu'on va parler dans ma suite de présentation. Donc, les stratégies alimentaires, je l'ai dit tantôt, faire le tour du monde. Puis l'Europe, évidemment, est une place où ils ont eu à travailler avec des niveaux de zinc, retrait des antibiotiques aussi, qui amènent un peu la même approche pour être capable de trouver des stratégies alternatives. Puis je veux juste parler de notre ancienne logique. Quand on faisait des moulins à porcelet, ou encore aujourd'hui, mais mettons dans le temps, il y a 4-5 ans, les porcelets ne mangent pas beaucoup. Donc, on leur donne des moulins concentrés, on leur donne beaucoup d'énergie, beaucoup de protéines parce qu'ils ne mangent pas beaucoup, mais on veut que chaque bouchée d'aliment amène beaucoup de nutriments. OK? Oui, c'est correct comme approche, mais quand on a des challenges, ou quand on va enlever le zinc, ou quand on doit se passer du zinc, ça peut devenir problématique parce que trop de nutriments ou ce que le porcelet ne digère pas ou de challenge, ça peut causer des problèmes au niveau prolifération bactérienne dans une partie de l'intestin. Donc, ça peut être un défi quand on a des problèmes entériques ou quand on va avoir à revoir nos doses de zinc. Donc, c'est pour ça que nous autres, il y a 1 an ou 2, on a commencé à travailler là-dessus, même 3 ans, puis qu'on a mis en place des moulées différentes, justement pour être prêt à traverser cet épisode-là. Okay? Donc, des moulées moins riches en protéines, moins riches en énergie et avec de la fibre. Puis, on parle de fibre dans des moulées phase 1, phase 2, post-sevrage. Donc, les stratégies alimentaires parlent de ce qui peut améliorer la flore intestinale. Bon, les acidifiants, les prébiotiques, probiotiques, c'est tous des produits qu'on utilise de façon régulière. C'est des additifs, mais quand on parle de fibres alimentaires, des régimes bas en protéines, ça, c'est plus un concept de formulation qu'un produit qu'on ajoute dans le moulin. Donc, ça, c'est le focus qu'on a eu dans le développement de nos programmes alimentaires pour les porcelets. Donc, on veut améliorer la santé intestinale, puis on croit que ces approches-là sont intéressantes. Donc, on ajoute des fibres, comme je disais tantôt, dans le régime alimentaire des porcelets post-sevrage. Puis on ajoute des fibres inertes, donc des fibres qui ne fermenteront pas. On ne veut pas de fermentation de façon excessive parce que la fermentation va ralentir le transit puis donner une chance aux pathogènes, s'il y en a ou s'il y a un challenge, d'avoir un substrat puis de proliférer. Donc, on veut de l'écaille d'avoine, qui est probablement la fibre de choix qu'on utilise présentement. Le son de blé, l'écaille de riz peut être aussi intéressante, mais moins disponible ou moins avantageuse économiquement. On veut éviter les fibres fermentables comme l'écaille de soya et la pulpe de betterave. Donc, on a accès à l'écaille de soya aujourd'hui qu'on donne aux truies en gestation parce que c'est une source de fibres qu'on aime pour les truies en gestation, mais pour les porcelets, ce n'est pas la fibre de choix. On réduit l'énergie des moulées parce qu'on veut réduire la quantité d'énergie dans l'aliment. Puis honnêtement, en réduisant l'énergie, permettant de la fibre, on a augmenté la consommation de nos porcelets. Puis je vais revenir tantôt sur tous les bénéfices de la consommation post-sevrage. Ça a donné des résultats un peu même positifs par rapport à ce qu'on s'attendait, que les cochons ont mangé plus de moulées. Donc, même s'il y avait moins d'énergie, on n'a vraiment pas compromis nos performances au niveau du gain. Okay? Donc, ça stimule l'ingestion, comme je disais tantôt. Donc, on a des fibres, on envoie ça dans le cochon, puis ça fait une meilleure job au niveau intestinal. Puis, honnêtement, là, dans l'humain, on entend parler beaucoup des fibres. Là. Donc, pourquoi nos petits animaux, les cochons, puis même en bas âge, n'auraient pas être choyés par l'ajout de fibres dans leur alimentation? Donc, la protéine, on veut réduire la protéine parce que la protéine qui est non digérée, malgré qu'on utilise des protéines de qualité dans les moulins à porcelet, il y a toujours peut-être un facteur de risque d'avoir trop de protéines, trop de soya ou trop de sources de protéines qui ne seront pas digérées, qui se ramassent dans le petit intestin. Puis là, c'est le party pour les pathogènes pour avoir une belle prolifération. Donc, on utilise des acides aminés de synthèse pour réduire la protéine. Encore là, il y a des limites, il y a une façon de le faire. On évalue les protéases. Il y a des protéases qui sont intéressantes. On est en train de faire un test présentement, mais on utilise dans nos moulins aussi de façon régulière pour réduire le besoin en protéines, améliorer la digestibilité des acides aminés.
Les acides aminés aussi de synthèse sont importants pour le système immunitaire, donc la bonne balance d'acides aminés est importante. Donc, par exemple, la thréonine et le tryptophane doivent être plus élevés. Encore là, si on enlève le zinc, c'est encore plus important, mais pour protéger les challenges immunitaires, c'est deux acides aminés importants. Entre autres, la thréonine est un acide aminé super important pour le développement de l'épithélium intestinal. Donc, si on va avoir un bon développement des villi ou de l'épithélium intestinal pour la digestion, la thréonine est super importante. Les acidifiants, on utilise dans les moulées. Je ne ferai pas en détail, mais c'est un produit très commun. On veut réduire aussi l'acide, le pouvoir tampon des aliments. Le pouvoir tampon, ça, c'est ce qu'un aliment fait pour empêcher la réduction de pH. La réduction de pH est importante pour améliorer la production et la gestion des protéines dans le petit intestin, aussi pour contrôler la prolifération bactérienne. Donc, si on a un aliment qui empêche la réduction de pH, ça va nous nuire. Donc, on veut réduire le pouvoir tampon de l'aliment. Puis le zinc, un pouvoir tampon élevé. Donc, le zinc, même s'il travaille sur les problèmes entériques, en même temps, il y a un effet perverse parce qu'il augmente le pouvoir tampon, il empêche la baisse du pH. Donc, c'est pour ça que les sources de zinc protégées peuvent être intéressantes en combinaison avec ce qu'on utilise. Donc, ça, c'est une approche intéressante. Puis, les niveaux de calcium, on travaille avec des niveaux de calcium nettement plus bas que ce qu'on faisait, ce que d'autres font. Encore là, quand on regarde certains guides de recommandation, les niveaux de calcium sont très hauts pour des moulins à porcelets. On a fait des essais, puis on a même vérifié la minéralisation osseuse des porcelets en fin de ponnière. Et même si on donne des niveaux de calcium bas la première semaine, il n'y a aucun impact sur la qualité des os et le développement osseux des porcelets. Puis ça réduit l'effet tampon. Donc, pour le peu, ça a un effet positif. Donc, on essaie d'aller chercher tout ce qu'on peut aller chercher. Niveau de lactose, on a travaillé aussi un peu là-dessus il y a quelques années où on s'était rendu compte qu'en baissant le niveau de lactose, on pouvait maintenir les performances. Puis que même dans certains cas, on améliorait les indices de diarrhée. Donc, moins de cas de diarrhée, moins de cas de sel molle qu'on dirait. Donc, oui, le lactose est important, mais des niveaux trop élevés peuvent peut-être avoir un effet perverse. Puis on peut se permettre d'alimenter moins de lactose puis de maintenir les performances. On l'a prouvé dans 2 essais. Donc, tous ces concepts-là ont été introduits en 2018 dans notre guide d'alimentation qu'on appelle maintenant MISA. Je ne sais pas si les gens ont vu ça passer. Donc, j'ai le petit logo ici. On a renommé notre gamme d'alimentation. On n'est pas très marketing des fois, mais là, on commence à développer un peu nos habiletés à ce niveau-là. On continue à faire de la R&D, évidemment, pour améliorer nos programmes alimentaires. Puis juste à titre d'exemple, début été 2020, là, chez iLife, on a décidé de baisser le zinc dans la deuxième phase. Donc, notre première phase reste à 2500 ppm, mais la phase de 8 à 12 kg, on a dit, bon, ça va bien, on réduit le zinc de 2000 à 500, puis on regarde ce qui se passe, puis on n'a pas de problème à ce jour. Donc, on se prépare à être capable de le faire. Chez la clientèle, c'est un peu plus touché parce qu'on travaille avec plusieurs types de producteurs, donc on peut le faire là, du cas par cas, mais on le fait chez iLife parce que c'est un réseau intégré où on contrôle les choses un peu mieux. Point de régie. Donc là, on embarque dans ce qui est important pour vous, les producteurs, puis ce que vous pouvez influencer au jour le jour. Okay? Donc, la qualité des porcelets pré-sevrage. Donc, ce qu'on fait pour améliorer notre sevrage, ça, c'est la job du gars en maternité. Comment on influence son comportement afin d'améliorer sa consommation de moulée et son départ en ponnière, parce que c'est ça aussi la clé d'une bonne consommation d'aliments pour éviter les problèmes entériques. Et qu'est-ce qu'on fait en alimentation pré-sevrage sur les performances? 3 points super importants. Poignage. Donc, ça, c'est des choses qu'on a déjà entendu parler, mais encore là, je veux taper sur le clou parce que c'est important d'avoir des porcelets pesants et le plus vieux possible. Bon, l'âge, c'est limité par l'espace et la ferme qu'on a, mais il y a des stratégies qu'on peut évaluer. Donc, j'ai des données sur au-dessus de 7600 porcelets qu'on a suivis de la naissance à l'abattage dans différents essais chez iLife. C'est un peu ça que je vous présente. Donc, point de naissance. Première chose qu'on veut améliorer, qui n'est pas nécessairement facile à influencer. La taille des portées ne nous a pas donné une chance d'améliorer notre point de naissance, malgré que les compagnies génétiques travaillent aujourd'hui à réduire la baisse de point de naissance tout en maintenant les tailles de portée intéressantes. Mais comment qu'on l'influence? Pour nous, à la ferme, la façon la plus facile de l'influencer, au-delà d'une bonne alimentation en gestation, c'est vérifier notre âge, notre durée de mise bas, notre durée de gestation. De ne pas induire nos truies de façon trop précoce et même de ne pas induire les truies. On est plus dans un mot de ne pas recommander d'induction juste pour les fins de bande, mais de ne pas induire les truies à 113 à 14 jours pour essayer de sauver plus de porcelets. Bon, je comprends l'approche d'induire les truies, surveillance des mises bas, il y a un avantage, mais considérez que chaque jour de gestation de moins va affecter votre poids de naissance de 75 grammes et va affecter votre poids de sevrage de 165 grammes selon nos données à nous. Et selon PIC, on parle de 220 grammes. Donc, on parle de 180-200 grammes en moyenne et ça a un effet sur vos poids de ponnière et pour marcher. Mais si on parle de poids de sevrage et de départ en ponnière, la durée de gestation des truies est importante. Donc, ne pas induire vos truies de façon trop précoce ou même de ne pas induire les truies à tout court, puis de trouver une stratégie pour surveiller nos mises bas avec probablement des heures prolongées dans la maternité.
L'impact aussi sa mortalité, 75 grammes d'après des données de PIC, réduction de 1,3 % de mortalité naissance-sevrage et 0,2 % au poignard, on parle de 1,5 %. C'est majeur. Puis là, on parle de données compilées sur des moulets avec du zinc. Là. Donc, tout ça a été fait à 95 % de ma connaissance avec des moulets hauts en zinc. Donc, tous ces effets-là peuvent être encore plus importants quand on n'aura plus de zinc pour nous protéger, d'une certaine façon. L'âge au sevrage, encore là, rien de très nouveau là-dessus. Un jour représente 245 ou 250 grammes au sevrage. Très important. Puis un départ en poignard, un point en poignard meilleur aussi. Et une baisse de mortalité de 0,2 à 0,56 %. Donc, 0,2 à 0,5 % de mortalité de moins à chaque jour de sevrage de plus. Encore là, vous allez me dire, Dan, ouais, mais j'ai une ferme, je chèvre en bande aux 4 semaines. Je n'ai pas vraiment de flexibilité, mais il y a des petites choses à faire sur un pourcentage de porcelets, un pourcentage de truies qui, des fois, peuvent vous nuire sur la moyenne ou d'avoir le fait de sevrer des porcelets trop jeunes. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Puis aussi, ce qui est important, il y a de la maturité. Il y a pas juste, il y a l'âge amène une maturité, un poids, une maturité au porcelet qui permet d'avoir une meilleure réponse au challenge immunitaire. Ça a été prouvé, c'est qu'un porcelet plus vieux, quand il y a un challenge de santé, sa réponse immunitaire va être meilleure. OK? Donc, question à se poser. On utilise-tu nos cages hémisba de la bonne façon? On les optimise-tu? On rentre nos truies 7-8 jours avant que ça cochonne. On prend 5 jours à laver nos misba, 3 jours au lieu de prendre une journée. Donc, tout ça, le roulement des cages hémisba pour être capable d'être plus efficace. L'entrée en misba versus la date prévue, il y a des choses à faire. Je comprends que la bande aux 4 semaines, c'est plus rigide comme format, mais la gestion des cochettes, c'est des truies saillies trop tard, hors bande, qui vont devoir être sevrées à 15-16 jours parce qu'on veut sevrer la bande au complet, ou quand on n'a pas une bonne reproduction ou une bonne gestion de la lactation, on sauve nos truies, puis on a des truies qui retardent. Au lieu d'être sciées à 5-6 jours, on a des truies qui sont sciées à 7-8-9 jours. Puis quand on va sevrer cette bande-là plus tard, on va avoir une portion des truies qui vont avoir 2-3 jours de moins de lactation. Donc ça a un impact important. OK? Donc, puis le pré-sevrage des porcelets, il y a des gens qui enlèvent des porcelets à 14-15 jours pour que la truie ait plus de lait. Oui, mais en même temps, ces porcelets-là, à 14-15 jours, dites-vous que ce n'est pas l'idéal pour le départ en poignard. OK? Pour sevrage, ça, c'est le dernier point. Puis ça, je parle de pot sevrage avec le même âge. Donc, ce n'est pas l'effet de l'âge, c'est l'effet du poids. Donc, vous sevrez des porcelets à 21 jours et vous augmentez le poids de sevrage de 0,5 kg, bien, ça a un impact majeur sur le poids de poignard. Donc, ce n'est pas juste l'effet de l'âge, mais l'effet d'optimiser le poids. Donc, des truies qui donnent du lait, une bonne alimentation, un bon état de chair des truies, une bonne prise de colostrum au départ. Donc, tous ces facteurs-là pour augmenter son poids de sevrage, évidemment. Sur la mortalité, ben nous, on a des données chez Alive qu'on a répertoriées aussi en fonction du poids de sevrage. On voit qu'en fonction des différentes catégories de porcelets au sevrage, on voit bien que la mortalité des porcelets en bas de 4 kg est à 7,3 %. Quand on a des porcelets autour de 6 à 7 kg, on est à 3,18 %. Donc, pour chaque 0,5 kg, mon estimation, c'est 0,4 % de réduction de mortalité en poignard. Donc, si on sauve des cochons à 6 kg aujourd'hui, puis qu'on met une stratégie en place agressive qui nous augmente notre poids de sevrage à 6,25 ou 6,5 kg, on va sevrer on va avoir une mortalité moins de 0,2 à 0,4 %. Donc, puis ça, encore là, je vous dis ça, c'est dans des données d'utilisation de zinc. Donc, quand on n'utilise plus de zinc, tout ça peut être amplifié de façon exponentielle. Un point super intéressant que je n'ai peut-être pas souvent réfléchi, mais qu'à force de voir des choses et à préparer cette présentation-là, la socialisation des porcelets avant le sevrage. Donc là, ça, ce n'est pas en temps de COVID, évidemment. Là, on veut socialiser, on veut qu'ils se touchent, on veut qu'ils soient proches, surtout à moins de 2 mètres. Donc, est-ce qu'il y a une façon d'optimiser l'interaction avec les porcelets avant de les sevrer pour réduire le stress de sevrage et les problèmes qu'on a des fois après le sevrage? Première étude que je vous présente de SL en 2006, un peu vieux. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pensé à ça il y a assez longtemps, où ils enlevaient les barrières pour 3 cages hémisba. Donc, au lieu d'avoir une cage, ils faisaient 3 cages en une à 12 jours après le sevrage, puis ils sevraient à 28 jours. OK? Puis, j'ai des données détaillées, mais je vous présente le résumé. Augmentation du nombre de porcelets actifs, augmentation du nombre de porcelets avec un comportement d'alimentation attrémie, réduction du nombre de porcelets inactifs, bon, plus de porcelets actifs, moins de porcelets inactifs, ça fait du sens, puis aussi réduction du nombre de porcelets avec un comportement antagoniste, donc des porcelets qui se bataillaient, qui n'allaient pas manger, qui avaient des comportements négatifs. OK? Donc, tout ça a amélioré le départ en poignard, puis après 5 semaines, des porcelets qui avaient été mélangés avant le sevrage versus ceux qui étaient restés cage par cage étaient plus lourds d'1 kg. OK? Ce qui représente 25 à 30 grammes de plus de gain moyen quotidien en poignard. Donc, ça, super intéressant. OK? Autre chose qui est super intéressante, j'ai parlé avec, je n'ai pas parlé, mais communiqué par email avec Mark Schwartz de Schwartz Farm aux États-Unis, parce que j'ai vu ça dans une présentation du Kansas State, où ce que lui,
Vous allez voir la vidéo. Là, je vais vous montrer la vidéo, je vais parler en même temps. Regardez ça. Donc là, lui, là, ça, c'est la moitié de sa chambre de mise bas. Vous voyez, il y a le passage au centre. Puis là, j'ai regardé, j'ai estimé, je pense qu'il doit regrouper, je n'ai pas eu ça l'information, mais quasiment 20 cages de mise bas ensemble, entre 16 et 20 cages de mise bas ensemble. Donc, il enlève les panneaux à côté, les panneaux en avant, le passage en avant. Puis là, les porcelets, c'est le party. Tout le monde se côtoie, ils vont manger, ils vont boire. Bon, je ne sais pas si les porcelets restent sur leur truie, là, mais pour ce qui est d'interagir, de se promener, de reconnaître d'autres truies, d'autres porcelets, c'est super intéressant. Donc, Marc m'a envoyé un email un matin, il disait qu'ils ont un 5000 truies qui font ça 100%. OK? Puis il y a un autre 2500 truies, ils le font moitié-moitié. Puis là, ils ont commencé à suivre les porcelains en poignard. Puis les porcelets qui ont été mélangés, OK, de cette façon-là, versus ceux qui sont restés avec leur mère, le premier lot de poignard qui vient de sortir, les porcelets étaient 1,1 kg plus pesants à 44 jours. OK? Donc, 25 grammes par jour de moins. Donc, ça, ils étaient super excités. Là, ils sont en train de faire un projet avec l'Université du Minnesota pour probablement avoir plus de suivi puis plus de données là-dessus. Puis il dit aussi que lui, à date, ce qu'il voit, c'est une réduction de la mortalité naissance-sevrage. Donc ça, je ne sais pas si des gens ont déjà vu ça avant, puis je le trouvais extrême dans son approche d'ouvrir tant de cages de misement ensemble. Puis bon, là, c'est de l'ouvrage à le faire aussi. Là, dans les fermes qu'on a aujourd'hui, si tout est vissé avec des bottes, là, puis des panneaux, c'est peut-être pas évident, mais dans la pensée de construire des nouvelles fermes ou de faire des rénovations, pourquoi pas penser d'être capable d'avoir des panneaux amovibles puis d'avoir cette stratégie-là. Donc, moi, nous autres, chez Alife, on va probablement l'évaluer. Là. Je pense à faire des tests là-dessus, évidemment. L'autre petite vidéo que je voulais vous montrer, c'est la ferme de recherche à l'air. Je l'avais déjà montré parce que depuis quelques temps, on ouvre 2 cages de mise bas. Donc, on laisse les porcelets boire leur colostrum une journée ou 2. OK? Puis on ouvre le panneau médian pour regrouper 2 portées ensemble. Donc, on ne le fait pas à l'extrême de ce que Schwartz fait, on le fait 2. Mais par contre, on peut évaluer d'autres stratégies éventuellement. Mais nous, on l'a fait dans un but de réduire la mortalité naissance-sevrage. Puis les données ont montré qu'on avait réduit la mortalité de 3 pour les 2-3 premiers jours. Donc, on le fait le plus tôt possible. Puis on a suivi la mortalité 2-3 jours après. Puis on semble avoir moins d'écrasés, moins de mortalité, puis 1,5 moins de mortalité sur l'ensemble de la lactation. Donc, ça a un effet, c'est pas de ce que je parle pour le départ en poignard, mais plus en maternité. Mais là, je me pose la question, est-ce qu'on devrait suivre ces porcelets-là? Puis on va le faire, là, on va se planifier un petit test là-dessus. Puis est-ce qu'on devrait ouvrir plus de cages, évidemment, puis suivre les porcelets en poignard, puis voir ce qui se passe, parce qu'ils ont eu de l'interaction. OK? Puis on doit-tu le faire à 2 jours? On doit-tu le faire à 12 jours? Donc, il y a peut-être différentes stratégies à évaluer là-dessus. Donc, ça, c'est intéressant. L'association, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui a travaillé là-dessus. En tout cas, s'il y a des gens, là, ce serait le fun d'avoir vos commentaires là-dessus sur le Facebook de Pig Channel. On pourra en discuter une autre fois. Alimentation dérobée. Ça aussi, c'est super important. Puis c'est quelque chose qu'on sait, mais malheureusement, même nous autres, dans notre système, on est probablement les pires à implanter ce genre de stratégie-là, mais je pense que c'est super important. Puis au début, je n'étais pas sûr si tout le monde était convaincu, mais plus que je lis là-dessus en Europe, même les Américains qui sont des fois un peu plus durs à convaincre de stratégies comme ça, Kansas State ont de super bonnes données là-dessus, puis ils font la promotion. Mike Tokash a donné une présentation de 58 slides sur l'alimentation dérobée qu'il m'a envoyé. Donc, 58 slides à parler juste de ça. Donc, il y a de quoi à dire là-dessus. Donc, effet de reconnaissance, on veut que mes porcelets reconnaissent la moulée avant d'être sevrés, puis on veut qu'ils en mangent un peu. Puis, j'avais le commentaire de Mike aux États-Unis qui disait que beaucoup de grosses entreprises ont arrêté parce que ça coûtait cher. Bon, donner de la moulée, il y a un coût. Puis, il y avait le problème de main-d'œuvre, mais qui n'évaluait pas les bénéfices après le sevrage. Puis, tout le monde a peut-être perdu le focus là-dessus. C'est sûr qu'un naisseur, finisseur, ça a un avantage. Tu as tes cochons, tu les amènes en poupe, tu les amènes en engraissement. Mais pour le naisseur qui vend des porcelets, je comprends que lui, il disait, hey, moi, là, donner de la moulée, payer pour ça, puis prendre le temps, puis c'est le gars qui achète mes cochons qui en bénéficie. Il va falloir s'entendre là-dessus. Donc, moi, je pense que c'est une erreur de penser de même en silo. On devrait penser à travailler ensemble. Je pense que les acheteurs de porcelets devraient avoir une entente avec leurs fournisseurs pour dire, gars, fais-le parce qu'il y a un bénéfice pour moi, puis je vais te compenser pour l'ouvrage que tu fais parce que moi, j'ai un bénéfice pour moi. OK? Donc, là, je m'embarque peut-être dans une tour de Babel, mais je pense que c'est important de le considérer. Essai qu'on a fait en 2008, vieil essai que j'ai déjà présenté, mais je le remets encore parce que je pense que c'est encore d'actualité, où on a donné de la moulée à dérober pendant 7 jours avant le sevrage. On avait un groupe témoin, un groupe avec une trémie à live qui est la trémie au made d'Alive, puis une trémie Rotecna qui est vraiment les trémies rouges qu'on connaît souvent. Puis il n'y avait pas de réserve sur ces trémies-là. Donc, on a amélioré pour la première semaine, vous le voyez ici, là, le gain moyen quotidien, 109 grammes pour le groupe témoin sans alimentation à dérober et 132, 131 grammes pour les 2 types de trémies. Puis si on regarde sur le global, la conversion alimentaire, le gain était significatif pour la première semaine. Sur le global, ça n'a pas sorti hautement significatif, mais il reste qu'on avait quand même presque 18 grammes de plus de gain, 4 Puis si on calcule numériquement, c'est 0,8 kg à la fin de la poignard. Puis on avait réduit aussi un pourcentage de retirés et de mortalité de 1,78 qui n'était pas significatif au niveau des stats, mais quand même une tendance
dans la bonne direction. La recommandation qu'on a, une demi-tasse par le matin, on repasse, donne une autre demi-tasse si la moulée a été consommée ou a disparu. Donc, on parle de 80-85 grammes, 1 à 2 fois par jour, à partir du jour 13-14, si on sève à 21-22 jours. Puis si on sève à 28 jours, commencez aussi à 13-14, parce que la consommation va vraiment augmenter après 21 jours. On utilise la même moulée qu'on donne au sevrage. Donc, si vous achetez de la Misa 1 pour vos porcelets sevrés, en poignade, donnez la Misa 1. Si vous achetez de la moulée de Joe Blow, de tous mes amis des autres compagnies d'alimentation, faites la même chose, maternité et pouponnière. Un autre essai des Américains, donc je voulais me confirmer que ce qu'on avait fait chez Alive, c'était pas mal réaliste. Eux autres, ils ont une augmentation de 56 % de gain la première semaine. OK? Puis eux autres, ils avaient visé les porcelets qui n'avaient pas de moulée à dérober, ceux qui n'avaient pas mangé de moulée, puis ceux qui avaient mangé de la moulée, puis ils voyaient vraiment que ceux qui avaient consommé de la moulée avaient une meilleure performance. Dans notre essai qu'on avait vu, on n'avait pas vu une grosse différence entre les consommateurs et les non-consommateurs, parce qu'on considérait que les non-consommateurs n'avaient quand même mangé probablement une journée ou deux avant d'être sevrés. Donc, ce n'était pas tout le temps évident d'évaluer s'il était un porcelet qui en avait mangé ou pas mangé de moulée. Mais bon, il faut qu'il en voie et puis il faut qu'il en mange idéalement. Puis à la fin, on avait quand même un meilleur gain moyen quotidien. Après la consommation, comme je dis, le gain est amélioré et la consommation est améliorée évidemment pour la première semaine à ce niveau-là. Donc, le défi, c'est comment augmenter le pourcentage de porcelets qui vont en manger parce que ça a un avantage évidemment. Des données aussi qui ont été faites aux États-Unis qui montrent que, bon, le type de trémie peut avoir un impact. Puis je trouvais ça intéressant. Puis là, ici, c'est un peu niaiseux. Ils ont juste pris une Rotecna avec un hopper pour mettre une réserve. Puis ici, une Rotecna standard. Puis ici, un genre c'est un pan feeder qui est sur le bord, probablement de la cage des Misibo, ce qui met un peu de moulée. Puis ils ont vu que le pourcentage de mangeurs, donc au sevrage, était à 70 % et avec les deux autres types de trémie, était à 47-41 %. Donc, on avait un plus grand pourcentage de porcelets qui avaient consommé de la moulée. Est-ce que c'est parce qu'il y avait tout le temps de la moulée ici? Probablement, il en manquait de temps en temps si on ne faisait pas un bon travail de donner un peu de moulée. Mais en même temps, on ne veut pas mettre trop de moulée pour pas qu'elle perde son appétence. Mais ici, avec le petit couvert, la moulée est protégée. Donc, probablement, une question d'avoir de la moulée à volonté. Puis ici, probablement qu'il y avait une restriction, qu'il n'y avait pas assez de moulée ou l'interaction avec la moulée n'était pas assez bonne. Donc, le type de trémie peut avoir son importance. Et la prochaine slide est encore plus intéressante. 2 trémies pareils, où ils ont mis des morceaux de guenille après une des trémies. Donc, ils appelaient ça leur test ils appelaient ça un play feeder, donc une trémie qui va amener l'animal à jouer. Puis on regarde le gain moyen quotidien pour les 2 premières semaines après le sevrage. Un test fait en 2019, donc ça ne fait pas 30 ans, augmenté de 14 % sur les porcelets qui avaient accès à un jouet, donc qui étaient plus attirés par cette trémie-là pour jouer avec et en même temps manger de la moulée que la trémie ordinaire. Donc, juste une petite amélioration d'avoir un jouet, sa trémie, semble améliorer. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que je veux évaluer parce qu'on utilise des trémies, mais le type de trémie ou l'interaction avec les trémies semble être important pour augmenter les performances, donc augmenter le nombre de porcelets qui vont manger de la moulée avant le sevrage. Une autre donnée intéressante que j'avais déjà vue, mais que là, je me suis mis à repenser à ça, c'est la grosseur de la moulée. Puis là, je vous présente ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Nous autres, on a du crumble, il y en a qui font du spaghetti pellet, les micro-pellets, puis il y en a d'autres qui font du mash, puis bon, ça, on n'en voit pas, mais on fait des tests avec ils appellent ça des gros pellets, des large pellets, qui ont 12 mm de diamètre. Vous voyez, c'est comme des croquettes à chien, ça. Puis ça, moi, je ne connais pas de cubeuses au Québec qui font de la moulée de même dans des moulées porcines, peut-être plus pour les animaux de compagnie, des choses comme ça. Puis on fait des tests, puis on le voit, là, ils ont mis de la moulée, là, puis moi, ma première impression, puis probablement c'est la même chez vous, ils vont-tu manger cette moulée-là? OK, mais regardez bien les résultats. Ils ont fait des tests avec de la moulée de 2 versus 12 mm, donc un cube normal versus le gros cube que je vous ai montré. Puis en 2014, Van de Bren a évalué qu'il y avait 50 % de plus de consommation avant le sevrage sur la moulée en gros cube, puis 20 % pour les premiers jours après le sevrage. Donc ça, c'est quand même assez important. Et puis, une autre étude faite en 2021 qui était très, très récente, qui m'a été partagée par les gens du Kansas avec le même concept, 31 % de plus de consommation avant le sevrage, puis 11 % de gain de plus, 0,21 jours. OK? Donc, c'est spécial. Puis, on n'est pas obligé de donner la grosse moulée après le sevrage. On donne la grosse moulée avant le sevrage, on donne la même moulée grosse ou petit cube. Ça, dans l'étude de 2014, ça n'a pas de différence après que la moulée soit grosse ou petite. C'est comme avant parce qu'il en mange plus. OK? Ou il joue plus avec. Puis, donc, ça serait intéressant de valider ça puis de trouver une place où on peut faire de la moulée avec du gros cube comme ça. Je pense que la seule affaire qu'il faut faire attention, c'est si on a un cube qui est vraiment trop dur, ça peut être problématique. Donc, ça prend un cube qui est assez mou parce qu'un cube gros et plus dur, le porcelet, s'il est vraiment dur, il ne consommera pas. Donc, il y a une question de texture du cube ou de dureté du cube qui est importante à considérer.
On s'en va en post-sevrage. Comment influencer le départ des porcelets? Donc, on fait notre meilleur job possible avant de sevrer les porcelets. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, l'environnement, évidemment, l'aspect sanitaire, pH de l'eau, accès à la moulée, on stimule les porcelets, alimentation retardée, je vais revenir là-dessus un peu, et le triage des porcelets. Donc, l'environnement, le monde le savent, mais encore là, des fois, on a probablement des problèmes. Donc, ça prend un environnement adéquat aux porcelets. Puis là, je parle au niveau même au transport. Donc, on met même quand vous sevrez vos porcelets, si vous les mettez dans une section de sevrage, mettez-les pas dans le fond de la chambre qui attendent 3-4 heures là, puis que ça soit à 15-16 degrés, puis pas de ventilation ou des courants d'air. Ça, c'est pas bon. Donc, vous prenez vos porcelets, si vous les mettez dans une salle de pré-sevrage, assurez-vous que cette salle-là soit confortable. Dans le troc, évitez le stress thermique. Puis on a eu un petit exemple cette semaine de discussion à l'interne ici sur le nombre de ballots-drips dans un troc là, quand il fait moins 30 dehors. Puis probablement qu'on a du travail à faire à bien des niveaux là-dessus sur comment qu'on le fait puis comment qu'on le gère. OK? Donc, mettre des porcelets de 6 kg dans un troc avec pas assez de drips ou qui ont les fesses sur le métal bien frettes, c'est pas idéal. Puis le stress thermique a un impact sur les performances. Puis ça, c'est une étude qui avait été présentée par Michel Vignola au Porchon en 2018. Je l'ai représenté aussi. Où ce que, quand on fait un stress 0,8 jours post-sevrage, il y a vraiment une baisse de gain et de consommation, puis jusqu'à la fin. Donc, même les cochons ne se rattrapent pas. Puis si on a des problèmes de santé, bien, je vous dis que ça va être encore pire. Puis dans ce cas-là, il y avait plus de radais, plus d'injections chez les porcelets, puis un impact de 80 cents par porcelet. Donc, très important l'environnement et le sanitaire. Quand je parle du sanitaire, c'est tout ce qui est hygiène, lavage, désinfection. Puis ça, on le sait, mais on le fait de toute façon tout le temps correct. Une petite étude qui a été faite, là, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, 2005, peut-être plus même sur des porcs en engrais, mais imaginez-vous sur des porcs en engrais, si ça a un impact, qu'est-ce que ça peut avoir sur vos porcelets sevrés? Juste un lavage, le gain est à 866 grammes, on lave, on met un savon, on augmente le gain, on a un lavage plus désinfection, pas mal pareil, puis on fait les trois, alors on lave, on savonne, on désinfecte, puis là, on va chercher les performances optimales. Puis ça, c'est un exemple, puis il y a beaucoup de facteurs qui font que ça peut être plus ou moins comme performance, mais faites ça de façon rigoureuse, c'est super important. Qualité de l'eau et pH, on a déjà parlé. Bon, je pense que les producteurs en entendent parler de plus en plus. Pourquoi c'est important? Parce que c'est important d'avoir de l'eau et d'avoir une qualité d'eau intéressante pour les porcelets. On la mesure-tu, notre qualité d'eau? On nettoie-tu nos lignes à l'eau régulièrement? On acidifie-tu notre eau en pouponnière? Puis on s'assure-tu que les porcelets ont de l'eau? Donc, l'eau de qualité, ça, c'est une étude qui a été faite en 2012 qui montre que le groupe témoin, est-ce que tu avais juste des lignes normales? Le groupe B, est-ce qu'ils ont nettoyé les lignes? Le groupe B, est-ce qu'ils ont nettoyé les lignes puis ils ont désinfecté, probablement avec du peroxyde, des choses comme ça? Et le groupe C, est-ce qu'ils ont tout fait ça, plus ils ont baissé le pH? Puis on voit l'augmentation des performances des porcelets. Donc, les barres pleines augmentent, c'est le gain. Et la ligne ici, c'est l'amélioration de la conversion alimentaire. Donc, encore là, c'est un exemple, mais la qualité de l'eau, le nettoyage des lignes, c'est super important. Le pH, pourquoi on veut baisser le pH? Je n'ai parlé un peu au niveau de l'alimentation, l'effet tampon. Donc, l'effet du pH, de baisser le pH de l'eau, c'est surtout au niveau de l'estomac qu'on a un effet important, où on va réduire la production, on va réduire le pH, puis améliorer la production d'acide chlorhydrique et de la pepsine qui va améliorer à digérer la protéine. Puis je vous disais tantôt qu'une protéine non digérée qui se ramasse dans le petit intestin, c'est pas le fun parce que c'est le fun pour les bactéries, mais c'est pas le fun pour l'animal. Donc, on ne veut pas que ça arrive trop, donc on veut acidifier le contenu de l'estomac du porcelet. Puis aussi, quand on utilise du chlore, une eau bas en pH, pas nécessairement à 3,5, mais en bas de 7, va améliorer l'efficacité du chlore. Si vous avez une eau à 7,5, 8, puis vous mettez du chlore, dites-vous que vous faites ça pour rien. Ce qui augmente la consommation d'eau, il y a certains acides organiques qui semblent créer un effet d'appétence, comme l'acide lactique, des choses comme ça, et l'impact sur les performances. Donc, on a plein de données là-dessus qui prouvent que c'est intéressant de le faire. Donc, notre recommandation, si vous ne le faites pas aujourd'hui, pensez-y, baissez le pH de l'eau à 3,54 pendant plus ou moins 21 jours suivant le sevrage. Choisir le bon acide, faire une titration parce que chaque eau de ferme est différente. Tous les acides ne sont pas identiques. Il y en a certains qui sont même dangereux. Puis quand on a beaucoup de minéraux dans l'eau, ça prend plus d'acide. Donc, il n'y a pas de recette, là. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui vous dit, moi, je vous vends de l'acide, mets cette dose-là, tu vas réduire ton pH de 7 à 3,5. Si quelqu'un vous dit ça, dites-lui d'aller faire ses devoirs. Il faut mesurer avec l'eau et une titration. Préférence de faire un mélange d'acide organique et inorganique. Par contre, il y a le développement d'acide organique aujourd'hui de mélange d'acide organique qui semble promoteur. Nous, on utilise un mélange des deux, mais il y a des options pour des acides seulement organiques aussi. Puis en général, ça coûte moins de 10 cents du port. C'est à moins que vous ayez de l'eau très dure, ça peut être un peu plus dispendieux. Dans l'Ouest, ça va coûter un peu plus cher, mais au Québec, en général, c'est 5 à 6 cents par part d'acidifier l'eau pour 21 jours post-sévrage. Exemple de titration,
L'acide en vert, qui est le polyacide qu'on utilise pas mal régulièrement. En rouge, l'acide acétique et le vinaigre, qui est moins dispendieux, mais si on va atteindre un pH de 4, vous allez voir ici qu'avec le polyacide, on est capable d'atteindre un pH de 4, intéressant. Puis il y a d'autres acides, l'agriacide, le GEF-acide, le produit de Shergain, qui sont quand même aussi capables d'avoir des bons résultats. Mais l'acide acétique plafonne, et j'ai vu d'autres acides de d'autres compagnies que quand on va atteindre le pH de 4, c'est quasiment impossible d'arriver à ce niveau-là. Et l'acide citrique, qui lui, ne peut même pas atteindre ce niveau-là. L'accès à la trémie, c'est important. On parle de consommation, manger de la moulée, donc ça prend de la place. Donc, c'est quoi l'impact du nombre de porcelets à la trémie? En pognard, en engraissement, on a des chiffres assez fixes là-dessus. En pognard, c'est un peu plus, on parle de 4 à 6 porcelets par trou, mais ça dépend de la grosseur des trous et de l'accès à la trémie. Un test qui a été fait là, en 2020, qui avait 3,75 porcelets par trou, 5, 6, 25 ou 7,5. Donc, ils ont juste agrandi la grosseur. Ils ont juste ramené plus de porcelets dans le parc, évidemment, mais ils ont gardé le même nombre de pieds carrés pour pas avoir un effet d'entassement. Puis ce qu'ils ont vu, c'est que plus qu'ils augmentaient le nombre de porcelets par espace, plus que ça prenait de temps à avoir de la consommation de moulée. Donc, à 3,75, ça prenait moins de temps d'avoir une initiation de consommation qu'à 7,5. OK? Puis ça a une tendance d'augmenter le gain. Donc, à 3,75, c'est quand même un ratio qui est très bas, à mon avis, mais à 7,5, c'est un ratio qui est trop haut, qui peut causer des performances. Puis, on mesurait qu'il y avait moins d'agression à 3,75 porcelets par espace de trémie qu'à 7,5. OK? Donc, encore là, accès à la moulée via une trémie. On peut acheter des trémies, évidemment, je vais en parler, mais sur une simple trémie, ça a son importance. L'achetement des trémies, c'est important. Encore là, on a déjà parlé. Au départ, on veut un peu plus de moulée pour faciliter l'accès. Donc, on parle de 50 à 70 du fond couvert. Et un peu plus tard, là, après une semaine, 10 jours, on peut resserrer la trémie pour éviter le gaspillage. Est-ce qu'on doit acheter des trémies supplémentaires? Donc, pour moi, c'est à juger en fonction de l'espace à trémie. Si vous êtes à 7, 8 porcelets par trou, c'est super important. Si vous êtes à 3, 4, 5, peut-être moins. Il y en a qui vont dire que oui, mais pas tout le temps. Par contre, pour les parcs de petits, je pense que c'est important d'avoir une source de moulée supplémentaire ou d'eau, de faire de la moulée à boîte. Ça peut être intéressant. Moulée humide, moulée boîte, on va revenir avec ça à la fin sur mon sondage, mais ce n'est pas nécessaire, moi, pour tous les parcs. Par contre, pour les parcs de petits, les parcs de décrocheurs, souvent, on va ramener les porcelets, on va couper l'eau, on va faire de la boîte, on va les forcer à manger de la moulée pour les repartir. Par contre, si on fait de la boîte chez tous les porcelets trop longtemps, moi, je pense que ça a un effet de... Tu fais un deuxième sevrage, tu les habitues à la boîte. Souvent, ils attendent que tu viennes leur donner de la boîte avant de manger dans le trémisec. Donc, ça peut être un peu pernicieux comme façon de faire. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais il faut faire attention. On ajoute-tu de la poudre de lactoremplaçeur au-dessus de la moulée ou de la boîte? Oui et non. Souvent, les gens disent oui, mais avec une bonne moulée et de l'eau, souvent, ça fait le travail. Donc, ce n'est peut-être pas nécessairement nécessaire. Peut-être plus pour les parcs de décrocheurs. Ajustement de trémie, départ en pognard. Ça, c'est une photo d'une trémie sur le site de Kansas State. Donc, on voit vraiment que 70 peut-être même plus du fond couvert. Donc, ça, c'est intéressant. Un autre trémie ici qui est peut-être plus 3, 4, 5 jours, une semaine après l'entrée, où ce qu'on voit un peu plus de fond, puis qui va réduire le gaspillage, puis que les porcelets vont être capables d'avoir accès à la moulée assez facilement quand même. Moulée fraîche, ne pas remplir les trémies. Moi, l'erreur que je vois souvent, c'est qu'on arrive dans une pognard, les trémies sont pleines à rebord. Puis là, quand tu calcules le nombre de porcelets puis la quantité de moulée qu'il y a dans la trémie, tu dis, bien là, avant qu'on en remette de la moulée, ça va prendre 5 jours. Mais là, je dis, bon, à plus 30 l'été, avec la moulée qu'on a, le lait là-dedans, les choses comme ça, je ne suis pas sûr que la qualité de la moulée va être préservée. Donc, en général, on veut qu'il n'y ait pas plus qu'une journée de moulée pour les 3-4 premiers jours pour garder la moulée fraîche. Accès à l'eau, très important. On donne-tu de l'eau supplémentaire? Ça, c'est tout un débat. Mais moi, je pense qu'il faut avoir accès à l'eau. Je vais le montrer dans une petite vidéo. Stimuler les porcelets en les faisant enlever. Remplir les bols à l'eau. Donc, ça fait partie de donner accès à l'eau aux porcelets quand on a des bols. Si on a des suces, bon, s'assurer qu'il y ait de l'eau dans les suces, là, mais on ne fait pas couler la suce pour ça, c'est inutile. Par contre, la stimulation est super importante, 2 à 3 fois par jour au minimum au départ. Il y en a qui parlent de plus que ça, mais 2 à 3 fois par jour minimum. Puis c'est bon d'acheter de la fécule de patate, c'est un bon stimulant au niveau de la consommation. Puis si on a des problèmes de diarrhée, ça va nous aider aussi. Donc la fécule de patate, pas cher, puis d'acheter ça dans le fond de la trémie au sevrage, ça peut être intéressant. Petite vidéo de notre ami Louis-Philippe, son petit gars, je pense, qui s'appelle Sacha. Je vous présente la vidéo. Puis on parle de stimulation, puis ça a été présenté au podcast, là, donc ben, des gens qui l'ont peut-être déjà vu. Puis ça, ben, c'est un travailleur qui ne coûte pas cher, qui est full enthousiaste de faire son travail. Puis encore là, c'est une stimulation qui est gentille. Là. On ne botte pas les cochons dans le derrière pour les bouger. Puis c'est juste de les réveiller, puis de créer de l'interaction. Puis bon, les porcelets vont se promener, ils vont les manger. Puis là, après ça, ben, son travail, Louis-Philippe, il doit être dans le corridor, puis il dit ben, il va mettre de l'eau dans les bols. Puis là, il y a 4 bols dans le parc.
Puis là, ben, Sacha, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, il remplit les bols d'eau. Donc, on donne de l'eau au porcelet. OK, je vais l'avancer un petit peu parce qu'il fait ça un petit peu là, 2-3 fois. Donc là, il est tout content de faire son travail. Je vais vous montrer à la fin, parce que là, on parle de stimuler les porcelets aussi pour la consommation. Donc, quand vous avez des enfants et ils ne savent pas quoi faire le week-end, ben, ça, c'est leur job. Et quand ils ne sont pas là, ben, c'est des grands qui le font. Donc là, très content de son travail. Puis après ça, ben là, c'est probablement Louis-Philippe ou qu'un de ses employés qui passe. On voit les trémies qui sont bien ajustés. Il y a de la moulée dans le fond, les porcelains ont accès. Puis là, il prend une petite demi-tasse puis il met de la poudre blanche. C'est de la fécule de patate. Là. Il n'y a pas rien de grave là-dedans. C'est très efficace. Ça stimule les porcelets. Puis si vous avez des problèmes de diarrhée, puis ça vous aide en même temps. Classement des porcelets. Est-ce qu'on doit classer les porcelets au sevrage? Puis est-ce qu'on doit retarder l'alimentation des porcelets? Ça va être, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, première question, les classements des porcelets. On doit-tu séparer les porcelets en petits, moyens, gros versus les mélanger? Okay? Quand je dis les mélanger, on arrive, puis qui arrive, rentre dans le parc. Le prochain parc, c'est les 15 prochains ou les 25 prochains, ou on fait des parcs de petits, des parcs de moyens, des parcs de gros. On a fait 2 essais dans nos poignards que je vais vous montrer. Puis l'autre question qu'on se pose, est-ce qu'il y a intérêt à retarder l'alimentation de 18 à 24 heures après le sevrage? Donc, on sauve nos porcelets, on ne met pas de la moulée tout de suite d'imprimé, on attend une journée, une demi-journée, une journée, et on met de la moulée. Puis ça, bon, le principe là-dedans, c'est que oui, on n'aura pas de moulée au départ, mais le fait de les faire jeûner un petit peu, pas trop longtemps évidemment, puis le fait de leur donner la moulée en même temps va synchroniser les porcelets puis aller s'alimenter ensemble. Donc, il y a un effet d'entraînement. OK? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Il y a des données un peu contradictoires là-dessus. Il y a un essai qu'on a fait, nous aussi, puis un essai que je vous montre des États-Unis. Donc, l'essai sur le triage des porcelets. Donc, pour expliquer, les colonnes en bleu, c'est des porcelets qui ont été mélangés petits, moyens, gros. Donc, quand on fait des essais, dans un pack de 24, par exemple, on met 8 petits, 8 moyens, 8 gros. OK? Mais dans la vraie vie, là, quand vous ne classez pas vos porcelets, ça peut être, il y a 5 petits, il y a 10 gros, ça peut être un peu variable, mais dans un essai, on le fait de façon un peu plus contrôlée. Mais ça reste des porcelets de 4 kg avec des porcelets de 8 kg dans le même pack, des porcelets de 6 kg dans le milieu. Séparés, bien, ça, on avait des packs de petits, des packs de moyens, des packs de gros. Ça, c'est la moyenne des résultats. Donc, le gain la première semaine de tous nos packs mixtes versus nos packs séparés, nos packs mixtes sont faits aussi bien que les packs séparés. Donc, pas de différence de performance. Et au total, pas de différence non plus. Puis, pas d'impact sur les retirés. Puis, j'ai focusé sur les 2 premières semaines. Il n'y avait pas d'impact sur la mortalité ou sur les retirés. Donc, des petits cochons de 4 kg avec des cochons de 8 kg, pas vraiment de différence. Ici, dans l'essai qu'on est en train de faire chez Alife, il n'est pas terminé l'essai. On avait 2 semaines de fête la semaine passée, mais c'est quand même, si après 2 semaines, il n'y a pas de différence, j'en anticipe pas à la fin. Pas de différence. Nos mix versus nos séparés. Le départ n'a pas été super écœurant dans ce test-là, mais le mix et les séparés, il n'y a pas de différence. Puis après la semaine 2, le gain était très bon pour une deuxième semaine. Pas de différence non plus. Mais j'ai regardé les retirés après 2 semaines. Il y avait 0,9 % sur les porcelets mixtes et 2,08 % sur les porcelets séparés. Une note que je vais vous faire, il y a des essais qui ont été faits aux États-Unis qui ont montré que pour les petits porcelets, le fait de les isoler améliore leur performance un peu. Et pour les moyens gros, ça détériore leur performance. Puis la raison pourquoi, c'est quand on fait des packs juste de gros, les gros, ils aiment ça se battre contre eux autres. Mais quand tu as des gros et des petits, on dirait que la hiérarchie est différente, puis que le gros a moins de besoin de se prouver puis de crisser une volée à son voisin. OK? Donc, c'est un peu niaiseux, là, mais il y a une question sociale à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a un avantage à ne pas séparer les porcelets, mais je vais revenir tantôt sur la façon de le faire quand même. L'alimentation retardée, ça, c'est plus le principe, comme je disais tantôt, de retarder le premier repas. Ça, c'est un essai qu'on vient de terminer. Encore là, on a attendu 24 heures. Pas de différence sur le gain la première semaine, pas de différence sur la deuxième semaine, pas d'impact sur les retirés. Par contre, un essai qui a été fait là, très récemment aux États-Unis, là, qui montre que, oui, il y avait un impact, que les porcelets qui avaient été retardés 18 heures avaient une meilleure consommation. OK? Meilleur gain pour les 3 premières semaines. Donc, meilleur gain les 3 premières semaines et meilleure consommation. Donc, ça, c'est un peu, ça va à l'encontre de nos résultats. Puis, j'avais déjà fait un test dans mes vieilles années avec mon ancien employeur. Puis, on a vu des impacts positifs là, de retarder l'alimentation. Donc, ça, il va falloir y penser un peu plus. C'est-tu le fait des porcelets qui sont transportés 1 heure ou 5 heures, le stress, des choses comme ça? Y a-t-il un facteur à ce niveau-là? Donc, mais si les porcelets socialisent avant, en pré-sevrage, peut-être que ça a moins d'importance. Donc, c'est peut-être des choses à considérer à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas d'intérêt à classer porcelets, tant qu'à moi. La seule chose qu'il faut faire, c'est que les 5 à 10 % plus petits, oui, classez-les. Ça, c'est important. Ils sont isolés, ils ont besoin de soins, ils vont mieux performer. Le reste, mélangez tout ça ensemble, cassez-vous pas la tête. Pour l'alimentation retardée, ça, je n'ai pas
de réponses à ce niveau-là. Je finis avec un petit sondage que j'ai fait sur le Pig Channel. J'ai eu plusieurs réponses. Je vous défile ça. Je veux juste mentionner que j'ai fait ça avant de finir ma présentation. Puis je veux juste dire que toutes les réponses que j'ai eues, j'en ai parlé, OK? Sauf une ou deux exceptions. Donc, je trouve ça super intéressant. Stimulation des porcelets, préparation des lieux, j'en ai parlé. Respect des phases de moulée. Bon, ça, je n'ai pas parlé, mais ça arrive de partir des cochons avec des restants de moulée, c'est la phase 3, c'est la phase 4. Dites-vous que ce n'est pas idéal. Puis ça, des fois, ce n'est pas évident. On planifie de vider une ponnière. On la vide 2-3 jours d'avance. Il reste la phase 4. On a juste un silo. On met la phase 1 par-dessus. Les cochons mangent la phase 4 mélangée avec la phase 1 au départ. Ce n'est pas idéal. Justement, les trémies plus généraux de départ, j'en ai parlé. Contrôle, humidité. Puis là, ça se répète parce que j'ai pris les points par un de chaque participant. Accès à l'eau, c'est important. Stimuler 5-6 fois par jour. Jean-Pierre Audès qui a dit ça. Jean-Pierre, tu fais une méchante bonne job. 2-3 fois par jour, c'est déjà bien. Mouler haut, faire de la boîte 2-3 fois par jour. J'ai parlé de la moulée puis de la boîte. Oui, mais à l'extrême, je pense qu'il faut faire attention. Lavage, désinfection, c'est super important. Uniformité des packs, trier petits, moyens, gros. Là, je ne suis pas nécessairement d'accord. Trier les petits, mais les moyens gros ou les moyens petits, faites-vous-en pas avec ça. Oui, les petits, dans un parc placé près de la LB White, de la chaufferette, proche de la porte, qu'on les voit souvent. L'environnement, tri mi-prête, tri petit gros, encore là, pas nécessairement d'accord, juste les petits. Quantité d'aliments à chaque repas, fréquence des repas, c'est important. Alimentation sec ou humide, je pense que c'était quelqu'un qui disait, je pense que c'était Stéphane Cadorette qui disait oui, moi je pense que l'alimentation humide à la boîte, oui, pour les petits porcelets, mais beaucoup d'aliments, accès à l'aliment, que ce soit avec de l'aliment sec et avec de l'eau, à part, ça fait une bonne job, accès à l'eau facilement. Les bols rouges, on en parle pour donner plus d'accès à la trémie. Mélanger de l'eau et de la moulée, oui, mais pas à l'extrême. La pression d'eau, bon point, je n'ai pas parlé. Commentaire de, je ne me souviens plus qui, je pense que c'est Mathieu Pilote, 20 PSI maximum. Je ne sais pas si vous avez vu ça, des suces où ce que ça frise dans la face du cochon ou du porcelet, bien, ça peut lui faire peur. Donc, ça peut être réfractaire à la consommation d'eau. Désinfection A1, super important. Bonne moulée, vous savez où l'acheter, vous avez rien qu'à nous appeler. pH 3,5, confort, température, trémi-sèche. Je joue d'amidon de pomme de terre, je l'ai montré dans la vidéo. Bon éclairage. Pas vraiment de données là-dessus, mais oui, ça fait du sens d'avoir de l'éclairage pour avoir une socialisation puis activer les porcelets. Eau, électrolyte, j'en ai pas parlé. Probablement plus pour les parcs de décrocheurs, tant qu'à moi. De routine, je ne pense pas que c'est nécessaire. Désinfecter les lignes d'eau et l'uniformité des porcelets. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Donc, je vais arrêter de partager. Je vais aller au Q&A. Donc, quelques questions. Puis là, bon, je suis rendu à quelle heure dans mon temps? Oui, j'ai dépassé pas mal, donc je vais faire ça en 5 minutes. Des questions. En parlant du plasma, j'ai été dit que quand on soigne plus, il faut jouer la question en même temps. Oui, donc le plasma, ça a un rôle important qui peut aider à la consommation au départ, je l'avoue, mais en donner trop longtemps, on va avoir un effet de sevrage qui va être plus important quand on va l'enlever. Donc, ça, il y a peut-être des facteurs à considérer. L'âge au sevrage, question pour une personne à l'âge de 28 jours, je l'ai parlé tantôt, je pense que c'est important, sans dire qu'on doit aller à 28 jours, mais optimiser ou si vous rénovez vos bâtisses, puis vous pensez à grandir vos chambres de mise-bas, allez-y. Moi, personnellement, si j'aurais à sevrer les porcelets, ça serait à 24, 25, 26 jours. Bump feeding, question de Louis-Philippe. Non, ça n'aide pas nécessairement au point d'essence, à moins qu'on soit vraiment dans le champ au niveau de l'alimentation en lactation, en gestation. Si on stimule les porcelets, on a-t-il besoin d'alimentation adérobée? Est-ce que les deux sont additifs? Question encore là de Louis-Philippe. Je pense que oui. Je pense que tout ce qu'on peut faire pour améliorer la consommation est additif. Bon, c'est-tu 1 plus 1 ou 1 plus 1 fait 1,5 et ne fait pas 2, mais quand même, vous avez un gain à le faire tant qu'à moi. Les gens qui ont ouvert les cages des mises-bas, un commentaire de quelqu'un qui a eu des très beaux résultats. Donc, oui, je pense que c'est envisagé d'ouvrir les cages des mises-bas comme j'ai présenté. L'empreinte olfactive, oui, c'est un concept, ça, une question d'un fournisseur, d'avoir une moulée ou ça, la reconnaissance dans l'olfaction du lait ou de l'aliment dans la moulée pour favoriser l'augmentation, ça peut être intéressant aussi à ce niveau-là. Donc, des questions aussi sur l'alimentation sec ou mouillée. Je n'ai parlé un peu de ça. Grand groupe versus petit parc, empoignage. Je n'ai pas la réponse là-dessus, Jean-Pierre. Je pense que c'est toute une façon d'espace à trimer. Ça. Les grands groupes donnent un peu plus de challenge des fois pour identifier les porcelets malades, mais si c'est un bon éleveur, moi, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Donc, ça fait le tour pas mal.
des questions. Merci beaucoup. J'ai dépassé mon temps, malheureusement. Karine va être choquée après moi. Donc, je rappelle, on va avoir un tirage. Donc, tous ceux qui ont été là jusqu'à la fin, vous allez avoir un beau tirage de beaux cadeaux, une glacière, un beau couteau très coupant et une carte cadeau de 50 $. On va faire ça live lundi, mardi prochain. L'autre point, on a le prochain webinaire en anglais le 26 mars, un spécial Circo en anglais, le 16 avril en anglais avec notre groupe d'NPI en Alberta et le 30 avril, groupe CRS, le retour de la gang du Québec. Pas de sujet. Si vous avez des sujets, allez sur le Pig Channel Facebook, donnez-nous des suggestions, ça va nous faire plaisir de vous écouter et de répondre. Si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas, donnez-nous de l'information. Encore une fois, je remercie Jeffo, commanditaire principal. Vous avez tous les commanditaires qui participent. Très, très content du support des gens de l'industrie. C'est très, très, très apprécié. Et puis, merci encore à Régis pour sa présentation. Et merci tout le monde d'être là. Bonne fin de journée. Allez prendre votre verre de vin, votre petite bière pour le 5 à 7. Et j'ai hâte qu'on se reparle. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.